Bienvenue dans la saison 2 du podcast La Mentale, le podcast créé par Léopold Sapé, préparateur mental. Et ça commence maintenant. De petit peu, on a la mentale. Bonsoir messieurs. Bonsoir. On refait l'intro parce que malheureusement j'avais oublié de lancer, mais c'est les aléas du direct. En tout cas, très heureux d'être ici avec Jérémy Chassner et justement avec Gaspard Gilibert. Je vous laisse présenter pour commencer Gaspard. Alors, Et après on enchaînera avec Jérémy. du coup, moi c'est Gaspard Gilibert. Je suis préparateur mental, psychologue et neuropsychologue. Donc, comme j'avais dit la première fois, c'est des casquettes qui se complètent bien. Ça me permet d'intervenir avec des structures qui sont différentes. Là aujourd'hui, on est intervenu dans le monde de la santé. Ça a été riche en émotions. Et là, du coup, je suis ravi qu'on puisse partir aussi sur le monde sportif et évoquer d'autres populations. Donc voilà. Merci Gaspard. Comme je disais aussi, Gaspard, c'est une personne très très impliquée dans l'école parce qu'il était sur une double licence quand on était en master ensemble à Montpellier. Donc il était sur le parcours en master préparation mentale avec nous à Montpellier et en même temps il était sur une licence de psychologie. Donc très très intelligent, beaucoup de connaissances, il va nous les faire partager aujourd'hui. Ensuite, encore une fois, Jérémy, Le retour. que vous connaissez le retour après la saison 1 pour ceux qui étaient là, mais je te laisse quand même te présenter avec l'évolution que tu vas nous dire. Du coup, maintenant j'ai eu mon titre de psychologue, donc je travaille à mi-temps dans le milieu hospitalier. C'est pour ça que j'ai organisé du coup une journée pour les aidants où j'ai fait intervenir mes deux confrères, consoeurs, non même pas. Ça commence. Et du coup, j'ai eu un mi-temps aussi à la clinique générale d'Annecy où j'accompagne en préparation mentale ou en psychologie du sport, donc sur les aspects plus psychopathologie liés au sport et même sur des aspects psychopatho de manière générale, les différents patients que je peux avoir au sein de mon cabinet. Donc deux personnes vraiment très très inspirantes personnellement, pour être honnête. Deux personnes, je vous jalouse vraiment pour vos connaissances, parce que vous êtes vraiment des personnes, vous savez énormément de choses, donc c'est pour ça aussi que ça va être intéressant ce podcast. Vous avez aussi le titre de psychologue, que moi c'est une casquette que j'ai pas du tout, avec chacun un peu sa spécialité. Donc aussi bien avec l'aspect neuro de Gaspard, l'aspect aussi général clinicien, et avec justement les aidants de Jérémy. Donc il y a plein de choses comme ça qui vont être cool à venir débattre, à venir échanger. Et en plus de ça, ils sont également préparateurs mentaux, donc ils savent de quoi on parle quand on parle de l'accompagnement du sportif dans sa performance. Okay. Pour commencer, de manière très très simple, j'aimerais que vous me disiez un peu actuellement comment vous voyez la préparation mentale, qu'est-ce que vous mettez un peu en place au quotidien quand vous travaillez avec des sportifs ou autres, comment vous en êtes aujourd'hui dans votre préparation mentale? Tu veux commencer ? J'y vais. Allez, moi, c'est donc, quand j'ai ma casquette de préparateur mental, donc c'est plus sur l'optimisation d'une habilité mentale. Donc l'aspect est vraiment lié vers le but de progresser dans cette habilité mentale dans un futur objectif de performance. Donc l'objectif, c'est d'améliorer cet aspect-là pour avoir du coup sur le terrain un des autres piliers de la performance qui augmente et du coup que la personne puisse avoir toutes ces compétences qui sont mises au service du coup de son sport, de son activité. Voilà, donc ça c'est cet aspect-là. Donc ma casquette elle est beaucoup plus flexible que celle de psychologue où je peux y aller aussi avec avec l'académie de tennis que je suis, où je vais en tournoi avec eux, je les accompagne, donc c'est plus du terrain et aussi plus avoir une posture un peu moins éloignée que celle du psychologue des fois qui peut, on va dire l'image du psychologue qui peut y avoir où il est plus loin, éloigné, il se met en position méta et il va pas au contact et tout ça. Donc c'est tout l'intérêt je trouvais de ces doubles casquettes, c'est d'avoir des fois cette position méta qui est beaucoup plus mise en place et des fois cette position un peu plus sur le terrain, concrète, avec vraiment cette optimisation des habiletés mentales et pas sur des difficultés vraiment un peu plus émotionnelles et tout ça. Donc ça c'est mon travail au quotidien, moi personnellement, travailler sur cette posture, de savoir où je suis dans ma posture et que je puisse m'adapter aussi tout en m'adaptant aux situations environnementales. Ok, nice. Et toi Gaspard, aujourd'hui avec la préparation mentale? Écoute, moi je trouve que ma position elle a évolué au fur et à mesure des formations. Initialement, la préparation mentale, je le voyais vraiment sur cette recherche de performance, d'optimisation, où on va travailler cette notion d'habilité mentale. Et aujourd'hui, en fait, plus je me suis formé,
plus également j'ai travaillé sur ma posture. Personnellement, moi j'arrive pas à faire la distinction entre là je suis psy, là je suis préparateur mental. J'ai plus le sentiment que j'ai appris des outils au fur et à mesure, que j'essaye d'appliquer en fonction de la problématique. Mais par contre, en termes de posture, j'essaye de garder toujours cette neutralité, bien évidemment. J'imagine que tu le fais également. C'était plutôt sur l'objectif qui est derrière la personne plutôt en fait. Oui, Mais je comprends. c'était plutôt ça que je voulais dire, c'est que la posture, elle peut... évidemment, c'est la posture de mettre la personne au centre avec tous les savoir-être qu'on a pu emmagasiner au travers de nos études. Mais c'était vraiment... En fait, ça va être l'objectif de la personne. Non. En fait, oui, c'était ça que j'aurais dû commencer. C'est l'objectif de la personne qui va te différer et qui va te dire, bah, c'est un peu plus de l'aspect de prépa mentale. Si la personne a dit, ben, j'ai envie de moins stresser pour être, pour être meilleur en compétition, ça va pour moi être plus sur l'accès sur la prépa mentale. Tandis que si c'est moins stressé parce que dans la vie de tous les jours, il y a une souffrance qui est mise par rapport à ça, ben, ce serait plus une posture de psychologue. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on a été formés, nous, avec le master à Montpellier, on nous a quand même, comment dire, inculqué le fait que c'était vraiment deux choses plus ou moins différentes. Ok, avec vraiment une limite où au bout d'un moment, ok, le préparateur mental, il faisait un certain travail, le psychologue faisait un autre travail, et nous, c'est vrai qu'on nous a rarement parlé de collaboration, d'entente ou de choses similaires entre les deux. En tout cas, moi, c'était ma perception du master, mais du coup, par rapport à ce que Gaspard dit, même Jérém, tu le rejoins là-dessus, bah, vous vous rendez compte qu'il y a une proximité, et c'est quoi pour vous, du coup, la différence un peu aujourd'hui entre les deux choses? Est-ce que pour vous c'est entièrement la même chose ou il y a des différences et si oui, lesquelles? Pour moi, je me permets du coup. Vas-y, c'est un après l'autre. Pour moi, en tout cas, pour moi, c'est juste que la grande différence, c'est que tu n'exerces pas ton métier avec la même population. Okay, et du coup, tu n'es pas confronté aux mêmes problématiques. Et vu que tu t'es pas confronté aux mêmes problématiques, tu n'utilises pas les mêmes outils. Et c'est pour ça que je trouve la grande différence, c'est que tu vas utiliser des outils avec la casquette de psychologue que tu n'utiliseras pas nécessairement avec la préparation mentale et vice-versa. Un exemple Un exemple. Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Par exemple, quand on atteint un objectif dans le sport, par moment, on va parler de difficultés de motivation à se relancer dans sa pratique. Donc là, on pourrait partir sur de la fixation d'objectifs, de se dire, allez, on se relance sur des défis techniques, des défis plaisir, etc. Mais la casquette de psychologue, en fait, elle pourrait permettre également de creuser. Qu'est-ce que ça signifie, en fait, cette atteinte d'objectif? Qu'est-ce que tu venais chercher? Et il y a des problématiques qui sont plus profondes, une introspection que tu vas peut-être plus aller chercher en tant que psychologue, que naturellement, en termes de posture qu'on a pris dans notre master, je ne l'aurais pas fait initialement. Et donc ça me permet d'avoir, à mon sens, une approche qui est plus complète, parce que ça permet vraiment d'avoir des temps différents, qui sont bien distincts et bien identifiés, et du coup de travailler en profondeur pour se relancer derrière après, avec des choses qui sont plus précises. Ok. Voilà, plus concrètes. De creuser davantage alors. Ouais, qui permettent de creuser davantage, et de mieux identifier également la problématique. D'aller sur des thématiques aussi différentes. Exactement, c'est ça. Parce qu'il y a des moments, je pense que quand t'es pas outillé avec ce bagage de psychologue, tu vas avoir tendance à même pas te poser la question. Tu dis, ah ben là, ça c'est des signes de motivation, de manque de motivation. Et donc, tu te dis bah, directement, qu'est-ce que j'ai dans ma besace qui permet d'intervenir sur cette grande famille de motivation. Alors que là, en tant que psychologue, il y a d'autres questions qui vont émerger sur lesquelles on va pouvoir se poser également. Voilà. Moi, je te rejoins énormément sur la posture. Je pense que c'est ce qui change, qui m'a fait évoluer au travers des coups de mes études en psychologie, où c'est un travail qui est beaucoup plus mis en avant, je trouve, qu'en prépa mentale, en STAPS, sur ce qu'on a eu. Et par contre, pour les outils, moi je trouve qu'il y a des outils qui sont vraiment, en tout cas les TCC, il y a vraiment un parallèle entre prépa mentale, ce qui est utilisé pour la performance, et tout ce qui est à visée thérapeutique. Il y a vraiment des choses que tu retrouves vraiment dans les deux cas et qui peuvent être utilisées dans ces deux aspects. Donc niveau outillage, je trouve que ça peut souvent être des fois ressemblant, voire proche de l'identisme. Par contre, la posture sur des choses où les personnes, aussi avec le titre de psychologue, vont se livrer sur d'autres choses. Ils se disent, il y a un psychologue, je peux aller sur, peut-être là j'étais triste, donc je vais aller un peu plus loin dans la tristesse. Et du coup, c'est ça qui, je trouve, qui change aussi, c'est la vision, les perceptions que les personnes ont de ce titre, et en même temps, le questionnement qui va faire que, au travers de notre formation, on est plus outillé et plus capable aussi dans notre
surtout savoir-être et posture, Mhm. de faire face à la souffrance et du coup de proposer aussi cette fois des thérapies ou je sais pas comment t'appelles ça toi, des thérapies ou des propositions Ouais, tout à fait. pour travailler sur les différentes difficultés psychopatho cette fois de la personne. Ouais. Mm. Mais- C'est vrai que ouais, pardon, la excuse-moi. population, c'est super intéressant. Comme vous dites, c'est que on va avoir une population, moi en tant que préparateur mental, vraiment que de sportifs, où là, les personnes, elles vont venir me contacter pour aller chercher de la performance, aussi du bien-être, mais c'est souvent en lien avec le monde du sport, et souvent ce système-là, seulement ce domaine-là. Donc après, c'est sûr qu'on va venir voir, par exemple, pour de la motivation, bah, tu vois, par exemple, je vais mettre en place de la fixation d'objectifs, ça va rester là-dessus, ça m'empêche pas de creuser, mais au bout d'un D'accord. moment, tu vois, ça va rester sur ce domaine-là, et on va avoir une population qui va être différente, du coup, qui, comme Jérémy dit, qui va se comporter différemment avec moi. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont assez proches. Gestion du stress, comme on a pu le voir un peu avec le colloque aujourd'hui, technique de respiration, un psychologue ou un préparateur mental, il va faire des techniques qui se ressemblent, qui sont sur les mêmes bases, avec plus ou moins la même théorie, et des choses différentes. Mais au final, je trouve qu'on a beaucoup ce débat parce qu'on essaye de mettre des étiquettes Ouais. sur les différents professionnels. Et donc, on va passer beaucoup de temps à se dire bon, qu'est-ce qui différencie, en quoi je suis légitime, en quoi je le suis pas. Alors que finalement, que tu sois préparateur mental ou psychologue, tu es dans cette démarche de te dire allez, comment je peux améliorer ma pratique, comment je peux avancer dans mes propositions par rapport aux problématiques que j'ai rencontrées. Et tu es finalement en constante recherche. Et je trouve que c'est juste le fait qu'on a poussé avec une formation supplémentaire en tant que psychologue, c'est juste dans cette démarche de vouloir toujours apporter plus. Ouais, en clairement. fait. Et en fait, pourquoi je vous ai posé cette question? Parce que là, je regardais un peu les actualités, et notamment, c'était revenu sur l'actualité. Euh, la psychologue pardon, de Teddy Riner, Mhm. qui est du coup Salmé de Paris, qui est du coup en fait uniquement psychologue. Et j'avais lu un article ou autre, du coup, qui mettait un peu de la confusion entre préparation mentale et psychologue. Et du coup, en commentaire, il y avait un peu ce débat, ouais, non, c'est pas une préparatrice mentale, c'est une psychologue. Et je te rejoins là-dessus, en fait. Certes, il y a une différence, mais après, on veut trop souvent mettre des étiquettes. Et après, en soi, si je me mets à la place du sportif, qu'on va voir un psychologue ou un préparateur mental, on veut, quoi qu'il arrive, en fait, apprendre à mieux se connaître, avoir des outils pour gérer des situations problématiques sur l'aspect mental, psychologique. Et on vient voir une personne parce qu'on a confiance et qu'on va chercher justement à avoir l'amélioration. Et c'est, à mon sens, le plus important, plus que psy. Personnellement, moi, ils m'appellent comme ils veulent, les sportifs. Ça veut dire qu'il y a certains qui vont m'appeler que je suis le PM, il y en a qui vont dire je suis le coach, il y en a qui vont dire je suis psychologue. En fait, c'est eux qui choisissent parce que je trouve que c'est le plus important, c'est eux qui ont envie d'avoir une personne et des compétences derrière pour s'améliorer par rapport à ces différents rôles. Parce que De ouf. certains veulent absolument pas le psychologue, non, je ne suis pas malade, il y a toujours ce stéréotype un peu Carrément. de non, si je vais voir un psychologue, c'est vraiment que je suis au fond du trou et que c'est maintenant qu'il faut que je m'aide. Mais voilà, il y a des sportifs qui préfèrent dire voilà, C'est PM, comme coach. Parce que Voilà. quand on nous pose la question, moi on me dit, Léo, tu les appelles comment les personnes avec qui tu bosses? Tu les appelles tes patients, tes clients, tes sportifs? Je dis, bon, je les appelle mes sportifs, mais on peut les appeler comme on veut, tu vois, c'est pas le plus important. Complètement. Mais du coup, pareil, alors Gaspard, faut savoir, pour les auditeurs, Gaspard, c'est quand on était un master, un grand amateur des articles de l'équipe. J'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté. Ah, ça envoie les dos, là, ça envoie les dos, ça envoie les J'ai dos. pas arrêté. Gaspard, on arrivait en cours le lundi, toujours, oh les gars, nouvel article sur l'équipe, le PSG, oh je me rappelle. Parle pas des choses qui fâchent. On va pas en parler du PSG. Mais en tout cas, là, il y avait un article de l'équipe, alors je pense que tu l'as vu, sur du coup les gourous, et en fait, ils avaient fait un peu de... Ils parlaient des gourous, ils définissaient les gourous comme les personnes qui entouraient les sportifs, mais qui étaient, entre guillemets, nocifs, toxiques pour eux, et qui avaient beaucoup d'influence. Quitte des fois à leur faire des choses irrationnelles, j'ai envie de dire. Gaspard, c'est quoi ton avis? Tu l'as lu le sujet? Feuilleté. Je l'ai feuilleté, mais vraiment en diagonale. En fait, c'est la dérive de ces titres, la préparation mentale, tout ce terme générique de coach qui veut tout et rien dire, c'est une sorte de fourre-tout. C'est pas reconnu par l'État, donc il n'y a pas de formation qui te permette de dire là t'es officiellement préparateur mental comme tu l'es en tant que psychologue par exemple, ou médecin ou autre pratique en fait dans le milieu de la santé.
où bah, là la formation, le cursus est clairement identifié, etc. Ce qui fait qu'il y a énormément de dérives. Donc ça s'inscrive dans le milieu sportif, rien d'étonnant. Par contre, je trouve que c'est pertinent qu'un journal essaye de mettre le doigt dessus, et quoi qu'il arrive, pour faire un peu la pub pour l'équipe, ce qui est cool, c'est qu'ils essayent un peu plus de promulguer et de diffuser du contenu autour de la préparation mentale. On voit qu'il y a un changement de mentalité autour de ça, donc prévenir sur les risques qu'entraîne la préparation mentale, où il y a plein de personnes qui n'ont pas forcément le bon état d'esprit et la bonne formation. Je pense que c'est ça, comme tu dis, le plus important, c'est vraiment état d'esprit. Et formation, ça peut vraiment être un gage de fiabilité, j'ai envie de dire. Avec au moins un diplôme universitaire ou un master, c'est vraiment le top du top. Et s'il y a des spécialisations après, enfin des compléments avec par exemple la psychologie, c'est vraiment top. Et d'ailleurs, Jérém, je te pose la question, tu penses que ça pourrait être quoi la solution à ça, en fait, un peu la réglementation? Je te pose la question à toi parce que je sais que tu connais un peu plus Michael Campo, qui est justement le nouveau président de la SFPS. Je ne sais pas si Gaspard t'avait suivi ça, mais là, il est dans le bureau. Et lui, notamment, c'était son cheval de bataille un peu de revendiquer le titre de préparateur mental, de protéger le titre. Et voilà, qu'est-ce que tu en penses un peu par rapport à ça? Toi, est-ce que tu penses déjà que c'est une bonne solution, ou est-ce qu'il y a une meilleure solution pour vraiment solutionner un peu ça? Celle-ci, elle est touchy, hein. Celle-ci, elle est touchy, hein. Je suis en train de faire toutes les infos dans ma tête. Jérémy, c'est beaucoup de choses, du coup, là. C'est clair, c'est la fusée. Mais là, sur ça, c'était pas vraiment une question que j'étais posée, mais moi, dans l'idée, c'est que je pense qu'il y a quand même besoin de pratique, d'intérêt. On a vu beaucoup lors du confinement, les formations sur Internet d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, même 3 mois. Je trouve que c'est dommage parce qu'il n'y a pas l'aspect d'être confronté des fois à des sportifs et de se dire mais en fait c'est pas juste un outillage qui va permettre de créer quelque chose avec le sportif, il y a beaucoup plus derrière entre la relation, etc., j'en passe. Donc moi je pense qu'une formation qui allie autant l'aspect pratique que théorique, parce que pour moi, après mes études en psycho, c'est vraiment le savoir-faire, savoir-être, et d'avoir les 3 panels pour accompagner des sportifs, je pense que c'est à minima pour être reconnu en tant que préparateur mental. Et du coup, ce serait intéressant d'avoir des formations. Alors, est-ce qu'un DU suffit? Est-ce que licence TAPS plus DU suffirait? Là, c'est des questions où là, j'ai aucune idée en fait de qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, qu'est-ce que l'État pourrait mettre en place, pardon. Je suis trop dans le jeu. Qu'est-ce que l'État pourrait mettre en place pour que ça fasse du sens? En tout cas, en psycho, c'est quand même licence 3, 500 heures de stage supervisé et master. Donc ça fait quand même un titre qui a un gage de qualité parce qu'il y a tous ces aspects-là qui est mis en place. Donc est-ce que master à Montpellier, ça. Pourquoi et puis il y a d'autres endroits. En master, il y a aussi à Brest, je crois aussi. Il y a à Lyon, pas Lyon, un autre aussi. Lyon, il est hybride, hybride. Alors après prépa physique. La question après c'est est-ce qu'un master hybride pourrait suffire? Est-ce que ça ouvre d'autres portes. C'est juste tout ça pour dire que est-ce que suffisamment un master, mais est-ce qu'un DU et une licence TAPS pourrait faire valoir le titre de prépa mentale, parce qu'il y a la partie théorique plus la partie pratique du DU avec le nombre d'heures. Après là j'ai pas de réponse, mais je pense que à réfléchir. Un aspect théorique pour moi, savoir indispensable, savoir faire. Alors on peut dire ce qu'on veut de l'université, des fois on aimerait avoir plus de billes, et des fois on le construit après, mais il y a quand même des billes qui sont créées au travers du master, et qu'on reconnaît après, souvent. Surtout sur notre master qu'on a fait à 3. Lui, il était vraiment très concret pour celui-ci. Moi, je me suis régalé. Et le savoir-être, où il y a quand même la posture qui a été travaillée aussi dans le master STAPS avec les intervenants, des psychologues du sport, ou même des intervenants en tant que coach ou préparateur mental. Donc moi, je pense qu'il y a un intérêt d'avoir ces 3 aspects. Et après, comment le mettre en place ? Ça, c'est une autre question que je n'ai pas de réponse. C'est sûr que, par rapport à ce que tout à l'heure a dit Gaspard, c'est sûr qu'arriver à le réglementer, ça serait vraiment, vraiment bénéfique pour tout le monde. Ça donnerait plus de clarté et ça permettrait aussi de développer la chose plus facilement, plus sereinement. En tout cas, tu soulèves un point qui est primordial. C'est qu'au-delà du contenu théorique, il y a vraiment cette pratique qui est nécessaire. Je trouve que nous, ça avait été galère quand même en termes de stage, d'avoir quelqu'un qui t'accompagne, autre que les intervenants. Ce qui était chouette dans le master, c'est qu'on avait énormément d'intervenants qui nous a permis d'avoir des supervisions, etc. Et ça, franchement, c'est incroyable. Comparativement au master que j'ai fait en psycho, il n'y avait pas cette connexion à des personnes qui étaient de terrain directement. Par contre, pendant les stages, on avait toujours des tuteurs, des tutrices
qui permettait d'avoir un retour direct sur notre pratique. Donc dans le développement du savoir-être notamment, pour moi c'est primordial cette supervision. Mais c'est vrai que tu dis quelque chose de juste. Nous, c'était la première génération où on avait déjà des stages, où vous vous en rappelez, on était en alternance. Ouais. Mais c'est vrai que comme on avait échangé avec Jérém par téléphone, là, moi, des fois, j'ai des étudiants qui me contactent, qui me disent Léo, enfin Léopold Sapé, monsieur Sapé. Attends, ah ouais, monsieur, hein, ah oui. Non, mais ils me contactent et ils me disent bah, j'aimerais faire un stage avec vous. Je dis bah ça marche, mais c'est compliqué de faire un stage. Mais tu vois, par contre, il y a vraiment ce besoin d'être encadré sur la supervision, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais en tout cas, ou tuteur sur le terrain et leur montrer un peu comment ça se passe. Nous, avec notre petit recul, parce que ça fait que 3 ans depuis 2019 qu'on est diplômé, donc avec notre petit recul, mais de pouvoir au moins les aider un peu, et c'est vraiment ce besoin. Mais après, sinon, au-delà de ça, le master, il était vraiment incroyable là-dessus. Ah ouais, c'est On a clair. vu énormément de choses, des intervenants de qualité, des encadrants de qualité, et franchement, c'est... Si vous Super voulez faire intéressant. vraiment de la préparation mentale, ça vraiment m'intéresse master. Ah, On est ça, d'accord c'est clair. là-dessus. Je Ouais, pense clair. que ça vous permet de commencer parce que c'est infini, hein, c'est la clair. connaissance qu'il peut y avoir là-dedans. Si on passe sur la littérature scientifique ou les choses comme ça vous permet de vous initier au savoir de cet aspect de prépa mentale, psychologie du Oui, parce sport. qu'en face, là, vous avez 2 gros consommateurs de littérature scientifique. On rigole, mais Jérémy, franchement, pour moi, c'est la bibliothèque. C'est clair. C'est, moi, des fois, je suis en train de galérer. Je me dis, oh là là, c'est quoi cette théorie? C'est quoi ce phénomène? Juste, des fois, j'envoie un petit message à Jérémy, il sort un tiroir de sa tête, il l'a direct. Et Gaspard, lui, il sait pas plein de choses dans plein de domaines. Donc, Mais super Jérémy, intéressant. c'est un truc de dingue. En fait, il a fait. Arrêtez de Non, lui mais rougir, en vrai- arrêtez. Ouais, mais en Tu vrai, rigoles. il a fait plein de fiches, etc. Enfin, c'est ouf, il a fait un travail de titan. Hein. Ça se publie, ça. Hein. Grosse classe. Et se d'ailleurs, aussi, publiera. Gaspard, là-dessus, moi, j'avais des questions aussi en lien avec ça. C'est du coup, maintenant que tu t'es spécialisé vraiment dans la neuropsy, et ben, qu'est-ce que tu donnerais, entre guillemets, comme conseil à des sportifs qui veulent vraiment travailler, tu vois, sur leur attention, concentration dans différentes disciplines? Pour toi, en tant que neuropsy, c'est quoi la capacité mentale? Tu parlais aussi tout à l'heure de fonction cognitive. Ouais. C'est marrant parce que du coup, avec Gaspard, on échangeait là-dessus. Moi, je lui parlais de mémoire de travail parce que j'avais lu des choses dessus, sur notamment la prise de décision dans les sports collectifs. Mhm. Donc, en gros, j'avais lu que dans les sports co, style foot, basket, hand, etc., on avait beaucoup d'informations et qu'on devait, pour être performant, traiter l'information. Je m'excuse. On devait prendre l'information, traiter l'information, ensuite prendre une décision et effectuer la commande motrice. On avait constamment ce cheminement de 4 étapes. Et globalement, ça se passait dans les fonctions cognitives, notamment dans la mémoire à court terme. Ouais. Du coup, moi, ma question, c'est, ok, bon, bah, qu'est-ce que tu mettrais en place, aussi bien pour être plus performant dans ces 4 étapes, donc dans la prise d'information, dans le traitement de l'information, dans la prise de décision et dans l'exécution motrice? Qu'est-ce que toi, tu penses que ça peut être intéressant de travailler? Vous avez 2 heures. La question est large. Hein. La Théorie. question est large. Sinon, je te prends ton titre de psychologue. J'ai bien fait de planquer mon diplôme. Tu bien bluffes fait. là, tu Ah, bluffes, tu bluffes. Non. C'est intéressant, non? Ouais, c'est hyper intéressant. Mais en fait, moi déjà, je m'orienterais sur de la préparation mentale intégrée. Ouais. Directement, je Avec partirais là-dessus. les éveils cognitifs, avec stimulation cognitive, des choses comme ça. Ouais, et avec surtout des charges de travail sur plan cognitif qui sont beaucoup plus importants que lorsqu'on est en match, de manière à ce qu'en fait on se surentraîne et gagner en aisance en fait une fois qu'on est en tâche, enfin on est vraiment en situation. Je partirais vachement là-dessus. La préparation mentale intégrée pour les personnes, c'est cette notion d'amener la préparation mentale sur le terrain, directement dans la pratique. Et du coup, c'est toujours intéressant de pouvoir travailler avec les entraîneurs, avec les différents intervenants autour des sportifs pour pouvoir combiner un peu l'ensemble. C'est hyper enrichissant. Mais du coup, je partirais là-dessus, vraiment sur de la préparation mentale intégrée. Où en fonction de la tâche qui est demandée, bien identifier les fonctions cognitives qui sont responsables de la performance, et après essayer de jouer sur les différents curseurs en fonction des capacités de chacun, parce que bien évidemment c'est comme le physique, il y a certaines personnes qui vont être plus explosives, d'autres qui vont avoir plus de force, plus de vitesse, etc.
Donc on va essayer de faire une adaptation en fonction de la singularité de chacun. Et après, en plus, tu peux jouer sur le groupe. Et En après, plus, si en exactement. plus t'as encore envie de Ouais, t'amuser clairement, encore un peu exactement. plus, il y a Tout des à fait. jeux, encore la Mais possibilité. par rapport à ça, C'est ça me ça. fait penser à deux exercices que j'ai dû voir ou autres. Les premiers, c'est avec les cellules lumineuses assez basiques, tu vois, sur de la prise d'information. On va jouer vachement là-dessus et ça va du coup nous déclencher, ça va faire un peu la différente chose. En gros, tu vas avoir des pods lumineux, Ouais. tu vois un peu les cellules lumineuses, et en fonction de la couleur qui va s'allumer, tu vas faire telle ou telle action, tu vas devoir anticiper, prévenir. C'est assez intéressant là-dessus pour diriger son attention sur globalement les 4 étapes que j'ai dit. Et aussi, j'ai vu pas mal d'exercices qui sont assez intéressants, notamment dans le rugby, sur, on sait que plus on va être, entre guillemets, on va consommer nos ressources attentionnelles, plus ça va potentiellement aussi dégrader derrière notre prise de décision, notre Ouais. exécution motrice, etc. Et du coup, de plus en plus, dans la préparation mentale intégrée, les entraîneurs conçoivent des entraînements où on va mettre en fait de la fatigue mentale. Donc au-delà de la fatigue physique, mais juste on va faire des tâches, tâches de Stroop assez classiques, tâches pareilles avec des cellules lumineuses pendant un certain temps, pour qu'après on va faire directement des lancements de jeu. Donc c'était une image que j'ai en tête là, une table qui était posée presque sur un terrain de rugby. Il y avait deux actions qui étaient faites entre deux joueurs, puis après, dès qu'ils avaient fait la tâche cognitive, basculer directement sur le lancement de jeu dans le schéma de jeu qu'ils avaient travaillé. Donc au final, c'est de la préparation mentale intégrée sur justement deux processus associés. D'abord une tâche cognitive, plus de choses. Donc toi, c'est des choses que t'encourages, entre guillemets. Complètement. Mais vraiment, il y a cette nécessité, à mon sens, de l'orienter sur des choses qui sont très concrètes. Mm. Parce que parfois, quand on fait des exercices en dehors des terrains, on a le risque qu'il y ait un manque de transfert, en fait. Que certes, on s'améliore sur la tâche qui est donnée pour l'entraînement, mais par contre, on retrouve rien sur le terrain. Donc, il y a vraiment cette nécessité de l'intégrer sur le terrain. Mais oui, faire des exercices qui permettent d'augmenter les ressources attentionnelles, je pense que c'est une super idée. Ouais, clairement. Donc voilà, ça me faisait penser à ça un peu. Et pareil pour des sportifs hauts qui ont des troubles attentionnels classiques, voilà, des choses autres que la préparation mentale intégrée, un petit exercice simple, basique, que même ceux qui écoutent pourront essayer de faire en même temps. Alors franchement, ça c'est cadeau ça. Non mais à vrai dire, TDAH, en fait ça dépend. Ouais, ça Trouble dépend. attentionnel classique, normal, c'est Par exemple, un tennisman qui est C'est très pas sujet pathologique, aux hein. distracteurs externes. Ouais. Ok, qui ça va vraiment lui créer des interférences, etc. En fait, c'est Ouais, c'est- ultra difficile de répondre à cette question. Ok. Parce que justement, là c'est comme si j'allais te donner une recette magique, alors que pour moi c'est pas possible. Là on est vraiment sur un travail spécifique de pourquoi il est sensible au distracteur. Ouais. Est-ce que parce qu'il stresse et qu'il est pris par en fait ses pensées? Ouais. Est-ce que effectivement il a des troubles attentionnels et là c'est vraiment une difficulté cognitive? Et du coup en fait tu fais pas du tout des Compliqué. interventions. Alors, Ouais. ou Ouais. autre, En ou fait, juste- c'est que tout le travail qui va être fait en amont va permettre aussi de produire et de proposer surtout un outil qui sera adapté totalement, entre guillemets, aux besoins de la personne. Exactement. Qui fait qu'en fait, il y a besoin de ce travail en amont pour avoir les informations, pour permettre déjà une co-construction de quelque chose qui va faire du sens à la personne et du coup qui pourra être mis en place sur le terrain. Et s'il n'y a pas ça, vous pouvez balancer de la fixation d'objectifs parce que ça amène de la motivation, mais certaines personnes vont pas être enclins parce que voilà, ça fait pas de sens déjà. Et Exactement. puis peut-être Après, que tu c'est me pas fais un adapté cocktail, aussi par le bricolage. Moi j'aime bien ce terme bricolage parce que je trouve C'est vrai. qu'il y a un peu de ça en mode c'est pas aussi évident que ça. On met pas un outil sur une personne et on dit vas-y maintenant c'est bon, t'es motivé, il y a pas de souci. C'est plutôt on s'adapte à la personne suivant soit si on va sur l'aspect plus psycho, ses antécédents familiaux, etc., ou même ses différentes histoires de vie, et après sur le présent, comment est-ce qu'il construit aussi sa réalité ou sa perception de la réalité à ce moment-là. Et du coup c'est adapté en faisant la fixation d'objectifs, peut-être qu'on peut utiliser de ça, et puis en même temps on va utiliser un peu ça de la routine, et puis ensuite on va peut-être utiliser un peu ça de pleine conscience, et puis bizarrement le cocktail mélangé avec tout ça, ça fait quelque chose de plutôt bon, on va dire. Et du coup c'est tout un travail un peu plus sur du long terme qu'une potion magique que vous avez directement. mais En pas fait, forcément on la crée ensemble, la potion magique, c'est ça. La potion magique est créée ensemble. Exactement. On n'est pas le druide qui crée la Panoramix on n'existe n'est pas Panoramix, on n'est pas en train de faire la potion magique, on donne, on crée ensemble quelque chose qui va être plus qu'une simple Ouais, outil. ouais, bien sûr. Après, moi, je pensais Ouais, surtout, en fait, pourquoi je dis ça, parce que
quand on veut travailler un peu sur l'attention concentration, on sait qu'aujourd'hui, la méditation de pleine conscience, c'est efficace. Mais tu vois, en autre petit exercice, je sais pas, un truc pour arriver à développer son attention, ses capacités attentionnelles, par exemple, ou autre. Bon, c'était quelque chose qui me passait par la tête. Ouais, mais du coup, justement, comme je te le disais, j'insistais sur cette préparation mentale intégrée. T'as besoin d'être. Plus de variables ouais, il y a pour beaucoup créer un plus de truc plus variables. sur mesure. C'est Et plus d'où complexe. l'intérêt en fait d'avoir une formation qui dure pas une semaine en fait. Parce que si t'es pas bien formé, ces variables elles te viennent même pas à l'esprit. Sauf que en fait, parfois c'est le petit détail qui est vraiment Qui hyper fait la important diff, Ouais, et qui est le point tournant en fait de ton intervention. Tu pars d'un outil que tu veux incorporer chez une personne à une co-construction avec une personne. Hein. Exactement. C'est la posture qui change sur ça. Complètement. Ouais, donc ça nécessite encore d'être sur d'autres liens qui vont permettre de mieux comprendre la situation. En psycho, il parle de l'alliance thérapeutique. Là, je vais sortir ma bibliothèque. Les Ah, méta-analyses. Nous y sommes. Bibliothèque numéro 1. Les Nous y différentes sommes. méta-analyses parlent entre 10 et 30% de la thérapie et c'est lié à l'alliance thérapeutique. Ouais. Donc le lien même créé, je pense, avec le prépa mental, où il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus, mais je pense que ça a un impact aussi sur le fait que ça permet de créer quelque chose qui fera plus de sens à la personne et qui sera adapté et qui permettra de le faire évoluer dans le sens où elle veut aller et pas dans le sens où l'outil veut que ça le continue. Ok, j'ai compris, j'aurai pas Voilà. d'exercice, mais les J'adore. personnes qui écoutent ne pourront pas faire d'exercice, mais on a compris la réponse. Pleine conscience, hein, t'en as donné un, Ouais. pleine conscience, petit bambou, et si vous voulez, il n'y a pas de souci, il y en a, Exactement. vous améliorez votre concentration, il n'y a aucun Code souci. promo c'est Jérémy, vous avez 20%. Mais Ça défile, non, là, sur le bas. Will, s'il te plaît. Le montage, s'il vous plaît, Ah, c'est monsieur. excellent. Ah, mais ouais, non, mais je vois. mais ouais. Mais c'était juste vraiment, je sais pas s'il y avait un truc que tu avais pu lire ou autre, un truc basique, mais ouais. Mais- Simple. En fait, vraiment, moi je me questionne toujours sur cette notion de transfert. Ouais, ça marche. C'est vraiment, pour moi, c'est. Ok. Quand je vois même dans le milieu de la santé, quand tu fais de la remédiation cognitive, en gros, remédiation cognitive, c'est des séances pour stimuler ce qui est difficile, donc l'attention, la mémoire ou autre chose, et pour la renforcer comme un muscle, et après que tu arrives à mieux l'utiliser. Mais si tu fais des choses qui sont trop décorrélées du quotidien, malheureusement, il y a beaucoup d'études qui te montrent que très bien, tu as augmenté ta performance sur ta tâche, mais derrière, t'es pas mieux dans ton quotidien. Donc, D'accord. je pense Il est que- content, la personne a fait sa petite tâche de remédiation Exactement. cognitive, elle a passé un bon moment, Exactement. mais par Donc, contre, à le transfert, à au retenir, revoir. Et voilà, donc du coup, pour le sport, ça s'applique. ouais, donc à retenir, si vous voulez vraiment travailler sur votre développement de capacité attentionnelle dans votre situation sportive, vous réfléchissez à la situation sportive, à qu'est-ce qui vous crée une perte de concentration, pour qu'après, justement, vous puissiez être capable d'entraîner, développer cette capacité attentionnelle. Ils peuvent aussi se concentrer sur les points intentionnels pertinents quand ils ont Bien été sûr. performants aussi. Comme Bien ça, ils sûr. ont déjà des idées de comment est-ce qu'ils Bien pourraient, sur quoi ils peuvent se concentrer Est-ce que pour que quand ça je les suis, aide. ouais, ça, est-ce que Si quand je suis jamais- pertinent, je suis focalisé sur, Sur- j'ai une bêtise, sur le terrain, sur ma posture, sur ma respiration. Ok, quand je suis déconcentré, est-ce que mon attention se disperse pas sur les spectateurs, sur des pensées négatives, sur l'arbitre, sur d'autres choses? Est-ce que ces variables, elles sont contrôlables? Oui, non. Et derrière, lesquelles je peux justement venir Et modifier. puis ça ira plus vite dans notre travail en plus à Eh, nous. Ça, c'est clair. En Mais plus, ouais, tu peux les installer des escrocs, routines tu de sais. performance qui sont hyper intéressantes. Ah oui, tout à Ouais, fait. complètement, ouais. En tout cas, merci pour le chapitre. Une autre question. Pareil, vous deux, vous êtes sportifs. Jérémy, on sait que joueur de tennis. Ah non, ça fut un temps. Fut un Ça temps. fut un temps. Mais vous avez été Ouais. sportif, vous êtes sportif, pareil. Et Gaspard, pour ceux qui ne le savent pas, il a été sportif, il est encore sportif aujourd'hui. Est-ce que Gaspard, justement, en lien avec ça, tu peux nous dire juste le sport que tu as fait? Et pareil, que vous puissiez me donner chacun un conseil que vous donnerez à un jeune ou à vous-même quand vous étiez plus jeune en lien avec la préparation mentale, en lien avec l'aspect mental. Alors Tu peux y Gaspard, aller si tu veux, j'ai déjà l'idée. T'as déjà l'idée. Bah, du coup, Vas-y, pour Jérémy. recontextualiser un peu, donc j'ai fait 15 ans de compétition au tennis, 20 ans de tennis en tout, donc plus de les 3 quarts de ma vie quand j'y pense. Ce que je me serais dit, parce que actuellement je fais du... bon, je sais pas si je développe, mais en gros, si Vas-y. ouais, je développe, bah, en fait j'ai arrêté le tennis parce que c'était un sport de confrontation. Ouais. Et que j'avais besoin de trouver un sport qui me convenait dans le sens où j'avais besoin de me recentrer quand je faisais du sport. Moi j'adore cet aspect-là où je suis en lien et dans l'état optimal de flow ou même dans l'état de pleine conscience quand je suis en train de faire du sport. Je suis totalement immergé dans le mouvement et la tâche et du coup je me suis plus basé sur des choses individuelles comme la course ou le Tabata.
Ok. donc des mouvements musculaires plurimusculaires. Mm. Et au tennis, alors moi, le seul conseil que je me donnerais, et je pense que je l'ai appris trop tard, comme quoi, des fois, on a l'impression d'être un vieux con déjà, pas très vieux, c'est ça qui est embêtant, c'est la notion de plaisir, et je pense que c'est comment réussir à trouver du plaisir dans la difficulté et dans l'adversité. Ouais, Et bon. ça, c'est toujours la difficulté, parce que c'est facile de trouver du plaisir quand tout fonctionne, ça, je pense que tout le monde y arrive. Si vous trouvez pas de plaisir dans votre sport actuellement et que tout va bien, il y a peut-être un questionnement sur le Ouais. sport que vous êtes en train de pratiquer. Mais le plaisir dans l'adversité ou le plaisir dans les contraintes que la tâche sportive demande. Ok, Et donc comment c'est- trouver ça? Donc c'est le conseil que tu donnerais aux autres et que Ouais. tu te donnerais toi Les aussi, deux. de vraiment trouver cette notion de Ouais, plaisir. mais dans le processus plutôt que dans la performance. Comment créer sur le moment T quelque chose qui fasse du sens et pour que dans un effet secondaire, il puisse y avoir l'émergence d'une performance. Et en plus, on sait que souvent, quand tu suis cette idéologie de justement promouvoir le plaisir, la performance va logiquement venir. En tout cas, la performance que toi tu recherches va venir On aussi. dirait qu'il y a plus de chances. Ouais, clairement. Ok, merci Voilà. Jeanne. Gaspard. eu le Moi de temps mon pour ça. côté, c'est clair, merci. Moi de mon côté, j'ai fait du hand et moi ça concernerait plus tout ce qui est gestion des émotions. Personnellement, quand j'étais en pôle, etc., je me rendais pas compte que, par exemple, j'avais du stress. Je me rendais pas compte, en fait, je n'arrivais même pas à identifier Ouais. que je me faisais traverser par certaines Tu émotions. ne savais pas que tu ne savais pas, quoi. Ouais, ouais, exactement. En fait, on est dans Inception. Lance la toupie, lance la toupie. Si je rêve. Mais en tout cas, au bout d'un moment, j'arrivais même pas à identifier que j'étais pas bien, en fait. Et le conseil que je donnerais du coup aux jeunes sportifs notamment, c'est de s'intéresser aux émotions. On est le monde du sport, c'est quand même un monde assez viriliste où on parle pas trop de ce genre de choses de base, même si c'est en train de tourner, c'est en train de s'améliorer là-dessus. Mais ouais, que en fait les jeunes arrivent à se sonder, à essayer d'identifier ce qui se passe en eux, pour après derrière pouvoir développer des plans d'action par de la relaxation, par de la respiration, etc. quoi. C'est super intéressant ce que tu dis parce que hier, il y a un ami qui m'a envoyé une vidéo de Thierry Henry. Est-ce que tu l'as vu? Pareil, l'équipe encore. Thierry Henry, incroyable. Donc pour ceux qui connaissent pas Thierry Henry, c'est un footballeur champion du monde 98 qui actuellement là a repris la sélection espoir française. Ok, donc très basique. Et là justement, il a pris la parole et en fait il a dit que de plus en plus maintenant c'était normal de dire je ne peux pas ou j'ai peur ou c'est difficile et que là-dessus sur la nouvelle génération en tout cas qu'il encadrait, qu'il voyait, et ben ça avait vraiment évolué par rapport à lui à son temps où comme tu disais si on était sportif on devait être fort, on devait toujours y arriver et si on n'y arrivait pas c'est qu'on n'était pas fort et qu'on ne pouvait pas y arriver. Alors que là, il dit non, maintenant c'est normal d'avoir besoin de ressources, besoin d'être accompagné, besoin des fois de prendre une pause, besoin des fois être capable d'avoir de l'aide pour gérer son stress ou autre. Et en tout cas, c'était assez intéressant là-dessus. Donc l'équipe, pareil, Thierry Henry, une conférence de presse super intéressante là-dessus. Et il en parle en plus longtemps. Et en plus, on sait que quand Par contre, Titi t'es moins il assidu parle... avec l'équipe. Hein. T'es quand même un peu moins assidu que le master. Là, ça commence à le rendre. D'ailleurs, Je suis passé sur Eurosport. Oh Oh là là. Il veut quand même être sponsor. Si jamais l'équipe S'il y a fait quelqu'un un de interview, s'il y a quelqu'un de l'équipe qui passe par là, contactez vite Gaspard Gilibert. qui sera suis partant. Depuis longtemps, il est abonné. Il vous écrit un article sur la préparation mentale et ou la psychologie dans le sport avec grand plaisir. D'ailleurs, ça fait penser à Clément maintenant qui intervient beaucoup. Vous savez qu'il est à Clairefontaine maintenant? Non. Si, il est chez les jeunes. Ah ouais. Il a commencé Putain, il y a Il 2 semaines. il bosse pour eux? Il bosse pour eux, pour Pour les la jeunes Fédé de de foot. Clairefontaine. Putain. Donc Oh, il a un... Ouais, mais après on va peut-être raconter des trucs qui sont en off normalement. Ouais. Pas trop loin. Ouais. Donc en fait, je vais peut-être pas m'exciter. Ouais, on va rester là-dessus. Ouais, Après, on parce en qu'il est- parlera il après. est- Mais il a à commencé Clairefontaine. à bosser dans des structures de haut niveau qui sont hyper chouettes quoi. Ouais, c'est super intéressant. Pour ceux qui ne connaissent pas, Clément Lecause, ça se prononce autant pour moi, qui est du coup plus âgé que nous, qui a fait le master en préparation mentale à Montpellier, qui après aussi a fait comme vous, un master en psychologie, ok, et qui était le colocataire de Gaspard Gilibert ici présent. Et du coup, depuis maintenant, il est monté à Paris, Clément. Et souvent, on le voyait aussi être invité sur divers plateaux télé pour des interviews et pour des petites interventions. Et donc voilà, ça fait plaisir de savoir c'est clair.
qui est Bah, en bien. fait, il a réussi à utiliser les outils de la préparation mentale à la perfection pour lui-même. Ouais. Donc, il arrive à transposer un peu tous les conseils qu'il a l'habitude de donner dans les structures sportives, dans son cabinet, etc., à lui-même. Et en fait, bah, il franchit les caps comme ça. Bah, tant mieux, c'est cool pour lui. Ouais. En plus, on sait que supporter de Monaco, c'est pas facile aujourd'hui. Ah, c'est pas évident ça. Bon, on parle pas de supporter. Bon, pas de choses En plus, qui j'ai rien à fassent dire, aussi. j'ai rien à dire là-dessus. Donc voilà un peu les différentes choses. Donc au moins, comme ça, on sait que vraiment la gestion des émotions, c'est le conseil que tu te donnerais à toi et Ouais. même aux jeunes. Prendre Ouais. vraiment conscience des émotions, de l'importance du mental et de pas hésiter à exprimer le besoin si on ressent vraiment la nécessité. En tout cas, Exactement. d'être- Et tips pour gestion des émotions, vice versa, hein, si jamais, film d'animation, si jamais, pour comprendre un peu les émotions. Ah oui, Ah oui, Il oui, est oui, au oui, fond oui, de tout à fait, Ouais, tout à fait. vice versa, pour un début, si jamais, parce que si vous voulez des choses concrètes, moi je balance. Et Ça, il il est top. il est top. Il est top. Validé par 2 psychologues. Ouais. Ah non, mais c'est clair, il est incroyable ce film. J'en ai entendu parler. Je vous avoue, je l'ai pas encore Je regardé, conseille. mais Ouais. je l'ai déjà vu. Ah bon. Pour un début dans les émotions, je pense que c'est une introduction. Hyper bien fait. hyper il, y a, bien fait. il y a plusieurs niveaux de lecture. Ouais. Soit tu le regardes vraiment comme un film d'aventure, Ouais. soit tu veux vraiment un peu plus pousser. Et effectivement, c'est une belle initiation. Je te rejoins un peu à 100%. Mais mine de rien, quand même, la parole, elle prend de plus en plus de place. Et franchement, c'est vraiment agréable. Et de plus en plus, maintenant, bah, même quand on était diplômé, on parlait de préparation mentale. Franchement, je trouve que là, déjà en 3 ans, 3-4 ans, C'est ça a quand même bien évolué. Avec l'impulsion de ce qui se passe Fédé de rugby avec Michael Campo, de ce qui se passe aussi avec les sportifs qui en parlent. Donc après, bien sûr, c'est encore imparfait, ça pourrait toujours être mieux avec le titre qu'on peut protéger, etc. Mais en tout cas, maintenant, il y a de plus en plus de sportifs qui consultent des personnes pour les aider sur l'aspect mental, l'aspect psychologique, et qui n'hésitent pas à en parler. Et ça, c'est aussi une grosse différence que je voulais vous aborder, c'est que c'est vrai que nous, quand on a été un peu formés, on nous disait constamment, enfin pas constamment, mais on disait, bah, on en parle moins, il y a vraiment un tabou, on va moins en parler. Et ça, c'est un conseil que bah, moi, j'ai jamais trop appliqué parce que bah, j'ai toujours discuté avec les sportifs et inversement, même les sportifs communiquaient entre guillemets sur le fait que des fois, je bossais avec. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi je vais pas forcément pourquoi je vais cacher le fait que je travaille avec tel sportif alors que lui est content et satisfait. Après, bien sûr, comme vous allez me dire, il y a le secret médical, bien sûr, je ne dis pas ce que je fais, mais juste qu'on travaille au même titre que on sait que tel sportif travaille avec tel préparateur physique, mais on ne sait pas forcément ce qu'il met en place. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Ou avant, c'était vraiment caché, alors que maintenant, à l'image de Teddy Riner, ok, je travaille avec une personne et cette personne, c'est celle-ci. Qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? Ah, je te laisse aller. Hein. Là, j'étais 2 fois, là, c'est à toi maintenant. Là, parce que celle-ci, elle est touchy aussi. Hein. Non, mais en fait, moi je pense que c'est une question de posture Ouais, de l'intervenant. Mm. Et en fait, si c'est normal de l'évoquer et que en fait, dans l'échange, tu vois que c'est tout à fait naturel. Ouais. Je pense que ça, c'est un truc qui est caractéristique chez toi, c'est que tu as cette simplicité dans le contact qui fait que en fait, tu peux tout aborder, même des sujets qui sont un peu tabous, un peu touchy. En fait, vu qu'il n'y a aucun problème dans ce que tu dis, bah, c'est reçu comme ça et c'est retransmis comme ça. Ouais, clairement. Donc, je pense sincèrement que ça dépend des intervenants et plus en fait tu as des intervenants qui ont une posture qui est juste, plus ça permet en fait de divulguer correctement la profession. Ouais, clairement, et tu vois même, j'ai pas mal de sportifs, notamment de la force athlétique. Eux, ils utilisent beaucoup les réseaux sociaux, notamment Instagram et notamment les podcasts aussi. Souvent, bah, ils n'hésitent pas à dire maintenant, ouais, bah écoute, je travaille avec un préparateur mental, il s'appelle Léopold Sapé, etc. etc. Et en soi, tu vois, même ce qui est cool avec ça, c'est que souvent, la première chose qu'ils vont dire, c'est au début, je savais pas ce que c'était la préparation mentale. Je trouvais ça un peu mystique, un peu abstrait. Et au final, je me suis rendu compte que c'est quelque chose de très simple et qui, depuis longtemps, aurait pu m'aider ou depuis longtemps était chez moi, mais je savais pas forcément ce que c'était, tu vois. Donc en fait, comme tu dis, c'est des choses au final très très simples. Et au final, quand tu commences, tu te dis, ah ouais, je sais pas ce que c'est, etc. Au final, non, c'est juste travailler sur les émotions, travailler sur la concentration, travailler sur des techniques de relaxation. Et c'est des choses basiques, simples, efficaces et que tout le monde pourrait faire, quoi. Complètement.
toi, t'as des. Moi, j'ai pas grand chose à rajouter. Je pense que non, bah, c'est comme tu as dit, c'est le sportif qui, s'il le souhaite parler, il va l'aborder. S'il souhaite plutôt le garder pour lui, il va le garder pour lui. Après, voilà, c'est plutôt ma posture comme ça. C'est plus le sportif au centre, donc il va Ouais, bien choisir sûr. s'il a envie ou pas d'aborder cet aspect-là. Alors, au début, là, je te rejoins un peu. Au début, avec les joueurs de tennis, ils voulaient pas trop en parler. C'était un peu en mode, ouais, mais c'est à nous, mais en même temps, c'est utile, mais en même temps. Voilà, on veut pas. Et puis, plus en plus, ils en rigolent même. Ils disent, ah, regardez, j'ai un préparateur mental, il est à nous, et pas à vous. Ils rigolent de ça en mode, Tu sais que voilà, ça me fait penser. l'utilité. Ouais, cool. Ouais, donc, c'est plus, Ouais. ça se démo, voilà, ça. Il y a moins cette barrière des fois qu'on a il y a 3 ans où c'était prépa mental, c'était un peu caché. On le dit pas, faut pas le dire. Ah, Et puis, il n'y a pas de problème, on va bien, et tout ça. Et Ouais, puis maintenant, complètement. ça se démocratise plus. Clairement. Donc, il y a un lâcher-prise un peu aussi sur cet aspect-là. C'est ça, et Donc, tu vois, c'est. Maintenant, on a tous entendu quelqu'un qui a travaillé avec un préparateur mental. Et tu vois, moi, ça me fait sourire ça parce que week-end dernier, j'étais à un match de rugby. Et en fait, bah, pareil, j'ai accompagné des joueurs des deux équipes qui s'affrontaient. Et du coup, bah, je suis venu voir le. J'en ai profité, j'ai banalisé mon samedi après-midi pour aller justement voir le match. Et pareil, du coup. Je passe par là et il y en a qui me disent: ah, mais Léo, t'étais au match et tout, mais comment ça se fait? Ah, bah, ok, tu dois travailler avec quelqu'un. Je dis: ah, bah, ouais. Et au final, des gars, j'exagère, mais au sein même d'une équipe, bah, il y en a, je travaille avec eux, qui en fait s'en rendent compte après. Et tu vois, c'est des trucs assez marrants, tu vois. Ouais. Et du coup, indirectement, tu travailles comme ça avec des gens qui se connaissent, etc. Et c'est ça qui est cool. Et c'est satisfaisant. Mais là-dessus, ouais, c'est vraiment quelque chose qui évolue aussi très positivement. Ouais, Et, non. et c'est vraiment top. Mais c'est sûr que pour moi, c'est lié aux personnes qui ont un pouvoir médiatique. Ah, de Quand changer t'as- les choses, de ouf. mais quand t'as les Djokovic qui justement parlent de la préparation mentale, de En ce qu'ils France, ce qu'ils Riner, mettent en ouais. place. En France Riner, Bills qui est La gymnaste. ouais, la gymnaste Ouais. qui est en train de tout exploser. Léon Marchand, le nageur, incroyable. Mais oui. Léon Marchand, il a fait des interviews avec Thomas Samu, préparateur mental sur Toulouse. Incroyable. Il fait vraiment. Ils font en fait la promotion. En fait, ils expriment ce que des gens mettent sous silence. J'exagère, mais mettent sous silence, quoi. Ouais, complètement. Ouais, donc voilà. Donc pareil là-dessus. Une petite question avant de clôturer. Votre vision un peu pour les JO 2024. C'est aussi enfin, quelque chose que j'avais envie d'avoir votre point de vue. D'un point de vue, peu importe, psychologue, préparateur mental, spectateur, peu importe, comment vous voyez un peu ces JO et quelle chose vous apporte espoir pour l'aspect préparation mentale. Parce qu'à savoir, Sujet. Vas-y, Parce je qu'à crois que savoir, t'as plus on d'infos avait, que moi pour l'instant. la Fédé française avait lancé quand même un truc sur les derniers JO avec, alors je sais pas si Jérémy il est au courant, mais Gaspard, je sais pas si tu étais au courant. En gros, ils avaient mis une ligne téléphonique pour les sportifs qui en ressentaient le besoin parce que leurs préparateurs mentaux n'avaient pas pu venir. Et en fait, ils se sont rendus compte que bah, il y avait des gens qui attendaient au téléphone et il y a eu très très peu d'appels. Pour la simple et bonne raison que, imagine, toi tu vas faire les JO là à Paris, si tu as besoin, bah tu vas pas appeler quelqu'un que tu connais pas forcément, alors que tu travailles avec déjà un préparateur mental. Donc ils avaient déjà, c'est une très bonne chose, pris en compte cet aspect-là qui était important. Ils n'avaient pas pu permettre à tous les préparateurs mentaux, Émilie Tienot avait pu, mais c'était pas l'ensemble. Et ils se sont rendus compte que malheureusement ça n'avait pas fonctionné, mais en tout cas c'est quelque chose déjà qui a pris en charge, qui était déjà nouveau. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez un peu pour les JO 2024? Moi, je pense que ça devient un sujet. Ouais. Donc ça, c'est cool. Ouais. Avant, ça l'était pas du tout, comme toi tu l'évoques, là en l'occurrence avec ce genre d'anecdote. Donc ça devient un sujet. Après, je pense qu'il y a toujours un décalage entre ce qui est mis en avant et ce qui se passe réellement en fond. Je connais des gens du coup qui ont fait partie un peu des process et on n'y est pas. En fait, là, ce qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui, c'est clairement insuffisant au niveau préparation mentale pour la performance pour les JO de 2024. Par contre, pour celle de 4 ans plus tard, là ça pourrait devenir intéressant.
Ok. Mais là, c'est trop tard pour moi. Donc Ouais. plus 2028, vous pensez que c'est vraiment plus 2028 là, avec l'essor Ça pourrait être. Ouais, je pense qu'on aura plus de visibilité sur ce qu'apporte la préparation mentale dans la performance de haut niveau. Notamment toi qui es dans le hand, en plus ils avaient sollicité Claude Onesta Ouais. pour faire un rapport sur la performance et la préparation mentale. Et Ouais. pour te dire, j'avais lu le rapport, et il y avait des choses qui étaient quand même très très pertinentes. Après, du coup, je sais pas s'ils ont écouté bien l'application, mais en tout cas, le rapport, tu l'avais lu toi Et j'ai eu les infos de personnes qui participaient du coup aux réunions qui ont donné ce rapport. Et en fait, il y a le côté un peu excitant Ouais. du début où justement il y a plein de choses qui ont été évoquées. Et après, il y a des Mais freins. en fait, derrière, ça a mis tellement de temps à se mettre en place. Mm. Il y a aussi une question de budget. Ouais. Le budget, il n'est pas forcément mis dans la préparation mentale. Ce qui est compréhensible parce que c'est en train d'évoluer. Il y a beaucoup d'enjeux économiques autour de ce genre d'événement. Donc bon, c'est en cours, c'est en développement. C'est toujours un peu trop lent à notre goût, je pense. Hein. Ouais. Mais ça sera insuffisant pour 2024 encore une fois. Mais pour Ok. 2028, ça peut être sympa. Ok. J'aime. Bah, c'est en progression, hein, quand tu imagines qu'il y a, je sais plus, 4 ou 8 ans, il y avait 2 psychologues qui étaient partis avec l'équipe, les équipes de JO, Ouais. 2, et puis au Canada, aux États-Unis, il devait avoir bien une centaine, je pense, Ouais. un truc comme ça. Après, les États-Unis 100, mettent vraiment les 150, moyens, oui, ça revient voilà, sur les moyens. oui, ça revient sur les moyens. Comme là, nous, on a Mais- des athlètes qui sont en double projet et tout. Mais oui, ils avaient déjà un peu plus avancé aussi peut-être sur le process de comment mettre en place les choses, comment réussir avec certains moyens de pouvoir quand même mettre des choses. Et donc on voit que ça évolue tranquillement, parce que là il y aura un petit peu plus 2024, et puis comme on voit, ça va C'est prendre clair. son petit bonhomme de chemin pour que finalement peut-être il y aura, peut-être pas comme les États-Unis, hein, parce que évidemment c'est pas les mêmes nombres d'athlètes et peut-être pas le même budget aussi. Pas le même C'est système. pas le même sur le système non sportif. plus, donc peut-être pas, mais peut-être que ça se rapproche déjà du besoin, peut-être des athlètes lors des JO et du besoin de ce travail-là pour, comme un des 4 piliers de la performance. Mais c'est vrai qu'on peut retenir ce point-là, hein, ce Ouais. point positif de se dire c'est en C'est développement, en développement. c'est un sujet, et donc ça va dans le bon Ouais. sens. Ouais, de ouf. Ça, c'est Je vraiment pense que- très très positif parce que c'est pris en compte et peut-être il y a d'autres facteurs de performance qu'on oublie qui sont pas pris en compte là-dedans. Et nous, la préparation mentale, heureusement, ils commencent à y réfléchir, à se poser des questions là-dessus. Même si c'est pas parfait, ça prendra le temps que ça prendra. Exactement. Mais il y a des choses intéressantes. Parfait. Mm. Parfait. Alors, Jérémy ici, Gaspard, moi j'aime bien finir mon podcast par une question. Tu te rappelles, Jérémy, la question? Je me rappelle plus, mais Euh, il y a moi, une je- il y a une question, ça je me rappelle, mais la De toute façon, question. Gaspard, je te la pose, mais Jérémy, je te la pose également. Donc, Ah, c'est toi qui commence. mais on commence avec Gaspard. Ouais. La question, Gaspard, c'est la suivante. Pour toi, c'est quoi la mentale? Ça veut dire quoi avoir la mentale? Comme le nom du podcast, c'est la mentale. Mhm. Moi, je te pose la question. Pour toi, c'est quoi ta définition de la mentale? C'est compliqué. C'est touchy. La première. C'est touchy, tout La ça. première qui vient, qui lui passe par la tête. La mentale, non, c'est que des idées pourries. On aura Jérémy Déa qui va nous donner une Non, définition. la mentale, c'est en fait, c'est juste que c'est un sujet qui est important en fait. Ouais. C'est un sujet qui est important et je pense que ce genre de podcast, ça permet d'aborder des sujets qui sont vraiment centrales à mon avis pour plein de gens dans différents domaines. Et donc c'est ça la mentale. Ok. Donc c'est écouter des prises de parole sur différents sujets et notamment la préparation mentale avec le podcast. Exactement. Ok, merci Gaspard pour ça. Jérémy, pour toi, c'est quoi la mentale? Moi, je vais dire que c'est propre à chacun. Oh. Et que surtout, ça va être aussi propre à chacun comment la personne va interpréter ce qui va être dit lors de cette discussion. Donc, Ok. ça rejoint le fait que c'est la beauté de l'interprétation des choses vis-à-vis d'une situation donnée. Il nous fait de la poésie, J'ai c'est entendu du magnifique. Mozart derrière. C'est Mais dans mon magnifique. frigo, mozzarella, non. C'est bon. C'est moi que je craque là, c'est la fin de journée là. Ah ouais. Je vais tout donner sur la dernière T'as le droit phrase. de craquer, t'as le droit de craquer. Sur la dernière. Mais moi, elle était belle. Et sur là, je suis drop de maïs. T'as susurré des mots doux à mon oreille. En tout cas, messieurs, merci vraiment pour le partage, pour justement ce temps accordé. Merci à toi pour J'espère que ça l'invitation. a plu, toujours plaisir. J'espère que ça a plu justement aux auditeurs, qu'ils ont appris plein de choses. Pareil,
Gaspard Gilbert, vous pouvez le retrouver facilement du côté de Annecy, Ouais, c'est ça, pour ceux exactement. qui cherchent. Jérémy, pareil, où est-ce qu'on peut te retrouver maintenant? Bah, du côté d'Annecy aussi. Sévrier, lui, plus auprès de Précis. Sévrier, Ah, exactement. donnez les précisions, parce que du coup, Sévrier, on va avoir monsieur. justement des Savoyards Ouais. Eh qui ouais. vont Et justement moi, c'est écouter plus le la podcast. clinique générale d'Annecy, du coup. Ok. Et toi, Sévrier, c'est à la. Exactement. On est à proximité. Hein, Ouais, mais toi, où dans le bâtiment que ce soit moi, je précis suis aussi. au niveau du pôle santé Voilà, de ça- Sévrier, Comme ça, en route d'Albertville. Ah ouais, tu balances. Je suis présent, quoi. On est là. On est là, n'hésitez pas. La boîte aux lettres verte, c'est ça. À côté de Marjorie. À côté de Marjorie. En tout cas, merci à tous pour l'écoute. On se dit à bientôt pour un prochain épisode. Merci Gaspard, merci Jérémy. Merci. J'espère que ça Léo. vous a plu. Et à bientôt. Ciao, ciao, à la prochaine. Ciao.